Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors, comment s'est passée cette première semaine d'exercice et de travail sur vous pour mieux vous aimer? Comment avez-vous trouvé les exercices devant le miroir? Ils ne sont pas faciles au départ. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous estimez-vous aujourd'hui? Et avez-vous commencé la chasse à vos croyances et à vos certitudes? Comment avez-vous trouvé l'exercice de Byron Katie, le travail, avec ses retournements et ses questionnements? N'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous la vidéo ou dans le podcast. Aujourd'hui, nous allons continuer ce travail et ces exercices et je vais donc vous donner d'autres outils. J'appelle travail, alors je sais que certains sont un peu allergiques au terme, mais il faut bien comprendre que s'observer, devenir l'observateur de soi-même demande des efforts. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire à travers mes vidéos et mes podcasts. Il est vrai que la plupart du temps, nous ne réfléchissons pas vraiment à nos réactions, à nos comportements, à nos pensées. Ce n'est seulement à travers parfois des conflits, des non-compréhensions dans divers domaines, notamment intimes ou professionnels, que l'on commence à se poser des questions sur nous et les autres. Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre? Quand tout va bien dans notre vie, ce n'est pas à ce moment-là qu'on se pose les questions. L'avez-vous simplement remarqué? Et nous allons d'autant moins bien que nous avons l'impression que la vie se ligue contre nous, surtout quand elle ne va pas dans le sens où on aimerait. Nous commençons à ne pas comprendre l'autre ou les autres. Nous avons l'impression d'être incompris. Mais sincèrement, est-ce que nous nous comprenons nous-mêmes si en effet nous répétons sans cesse les mêmes erreurs ou les mêmes schémas et que nous ne faisons rien pour essayer de sortir de ces schémas? Comment voulez-vous que les choses changent? Je vais vous donner une expérience réelle vécue. L'histoire démarre entre deux personnes, tout va bien, puis tout à coup, l'une d'elles change son comportement et commence à devenir désagréable, faire des réflexions, des reproches. Cette personne que l'on nommera Claire raconte qu'elle a toujours ce comportement au bout de 1 ou 2 mois de relation. Elle sait qu'elle change son comportement afin de tester l'autre. Elle veut savoir si l'autre l'aime et s'il peut résister à son humeur, ses différences d'humeur. Bien entendu, le partenaire n'est pas au courant et il ne comprend pas ce changement total entre eux. Et bien entendu aussi, le résultat de ce changement de comportement est dans la plupart du temps une rupture. Car le partenaire de Claire ne supporte pas son côté lunatique. Au bout d'un certain nombre d'années, Claire se rend compte qu'il faut qu'elle casse ce comportement destructeur et auto-saboteur. Que peut-être ce n'est pas la faute de l'autre, mais d'elle-même. Car au contraire, ses partenaires, lui, ne faisaient que renvoyer les limites de l'amour. Peut-on supporter tout par amour et faut-il supporter tout par amour? Eh bien non. Vous devez respecter vos limites et mettre des stops. Vous ne pouvez pas vous laisser humilier, critiquer sans cesse, sermonner, juste pour voir quelles sont les résistances, vos résistances par rapport à l'autre. Quand votre comportement se reproduit à plusieurs reprises, vous devez vous dire que vous êtes dans un schéma répétitif et qu'il faut casser. Et c'est là que vous devez peut-être vous mettre en pause et commencer à vous observer. Soyez honnête avec vous-même. Pourquoi Claire a besoin de tester systématiquement ses partenaires? Manquerait-elle de confiance en elle? Ne s'aimerait-elle pas suffisamment? Un autre des comportements assez fréquents, c'est la jalousie. Et la jalousie est bien souvent un manque de confiance et d'estime de soi. Je ne dis pas qu'il ne faille pas un petit peu être jaloux quand la situation s'y prête, mais sincèrement, quand vous n'êtes pas jaloux, vous ne remarquez même pas les situations qui deviennent graves pour d'autres. Étant donné que vous avez confiance en l'autre, que vous avez confiance en vous et dans votre valeur, à aucun moment vous ne repérez des situations qui pourraient créer de la jalousie et des histoires. Exemple, vous sortez avec votre partenaire dans un magasin, celui balaye le magasin et peut traîner peut-être sur quelques secondes sur une belle personne, bref, et l'affaire s'arrête là.
Une personne non jalouse ne verra même pas que son partenaire aura peut-être traîné les yeux. Alors qu'une personne jalouse va systématiquement observer tout regard lancé de son partenaire. Et bien entendu, cela va déclencher des crises de couple exagérées, puisque celui-ci se sentira accusé et va accuser en retour de ne pas lui faire confiance. Et c'est un cercle vicieux. Il y a des comportements qui montrent que la personne n'a pas confiance en l'autre à première vue, mais surtout en elle. Et ces comportements sont les suivants. Harceler l'autre de SMS et attendre une réponse immédiate. Lui faire des crises si l'autre regarde quelqu'un d'autre. Lui faire une remarque si l'autre se met en valeur par des vêtements, par du maquillage et voit tout de suite le mal là où il n'y a pas lieu. Lui fait des remarques au bout de 5-10 minutes de retard. Tous les regards aussi un peu trop appuyés. Tout intérêt porté dans une discussion à quelqu'un d'autre. Bref, toutes ces remarques de base sont symptomatiques du manque de confiance en soi. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler sur son propre amour. Aujourd'hui, vous allez aussi faire une liste de vos qualités et de vos défauts. Cette liste, je vous l'avais déjà demandé dans une vidéo précédente, mais elle est vraiment nécessaire pour aller vers l'acceptation de ce que vous êtes. De plus, cette question est souvent demandée lors d'entretiens pour la recherche d'emploi. Et accepter ses défauts comme ses qualités et savoir en parler, c'est accepter de se respecter dans ce que l'on est. L'idéal, c'est de les reconnaître et d'être capable de les énumérer sans être gêné. De plus, si l'on a atténué certains défauts, on peut être fier de soi. Il y a une différence entre se faire mousser pour se rassurer auprès des autres et reconnaître simplement ses qualités de façon saine. C'est ce qui fait la différence entre l'âme et l'ego. Donc, une fois que vous aurez fait cette liste qualité-défaut, vous pouvez aussi demander à vos amis comment ils vous perçoivent dans vos qualités et dans vos défauts. Je vous demande de bien prendre cet exercice pour ce qu'il est. Ne pas réagir ou surréagir dans les réponses que l'on va pouvoir vous donner. Vous êtes là pour apprendre à mieux vous connaître. Et une autre manière de se connaître, c'est de se regarder quel type de personnes nous attirons aussi à nous. Les autres sont nos miroirs. Ils vont nous faire pointer du doigt nos blessures. Et je vais réagir impulsivement très souvent. Sur quoi il va falloir que je travaille. Ou ce que je ne veux pas voir en moi. Ou ce que je refuse de faire. Exemple. Je ne supporte pas ces gens qui jugent tout le temps. Suis-je sûre alors que je ne juge jamais? Ou alors, est-ce que j'aimerais le faire, mais je me l'interdis au point d'en être rigide et de ne plus être capable de faire juste un constat de ce qui est? Je ne supporte pas ceux qui veulent avoir toujours raison et le dernier mot. Est-ce que moi-même, je ne veux pas essayer de convaincre parfois et avoir le dernier mot? En bref, chaque fois que quelqu'un vous dérange d'une situation, posez-vous la question suivante. Êtes-vous sûr que vous-même, vous ne le faites pas? Et si réellement non, pourquoi ça vous dérange? N'êtes-vous pas tombé dans la rigidité? Est-ce vraiment grave de temps à autre d'avoir un comportement comme les autres? Apprendre à se connaître, en dehors de connaître ses qualités et ses défauts, sans se juger, c'est aussi reconnaître les émotions cachées derrière vos réactions. Que ressentez-vous quand vous réagissez à un événement ou à une personne? En tant que thérapeute, je me suis souvent rendu compte que mes consultants sont incapables de parler de leurs émotions. Ils répondent totalement à côté de la question. Qu'avez-vous ressenti? Le psychologue Paul Ekman distingue 6 émotions fondamentales. La joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût. Hamann en rajoute une 7e, le mépris. Quelle est la différence entre les sentiments et les émotions? Gérer une émotion demande un moment de déconnexion pour prendre du recul face à un événement soudain, alors qu'un sentiment requiert une phase de questionnement personnel, de remise en cause, de sa manière de réagir et de penser face à cette situation. Quand je pose la question, qu'est-ce que vous avez ressenti lors de cet événement dérangeant? C'est l'émotion première qui est recherchée face à l'événement, à la situation. Le sentiment vient par la suite.
quand on analyse la situation et que les questionnements sont faits. Donc un autre exercice sera bien de repérer l'émotion cachée derrière votre réaction impulsive et de la noter dans votre carnet. Y a-t-il une émotion qui revient sans cesse, comme par exemple la colère, la déception, le dégoût? Derrière chaque émotion, souvent se cache une blessure d'âme. Lise Bourbeau en dénombre 5 principales que nous traversons au fur et à mesure que nous grandissons. L'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Selon elle, certaines blessures comme le rejet et l'abandon viennent de nos parents dans l'enfance, puis ensuite aussi l'humiliation et enfin la trahison et l'injustice. Certains individus viennent avec 1, 2, 3, 4 ou les 5 blessures à dépasser dans son incarnation. Là encore, quelle blessure est activée quand vous êtes en réaction impulsive face à un événement ou à une personne? En conclusion, vous reprendrez ensuite toutes vos qualités et vous féliciterez pour toutes ces qualités. Ensuite, vous prendrez vos défauts à un et vous mettrez en face de ces derniers si vous pouvez y travailler. Les atténuer, les stopper ou rien y faire. Pour tous ceux que vous ne pouvez pas changer, notez ensuite une phrase en mantra comme quoi vous souhaitez tendre. Exemple, ma problématique est la colère qui surgit très souvent dès que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un et impulsivement. Pour contrer ce défaut, trop souvent présent, je le note dans mon carnet et je répète tous les jours, 3 fois par jour, je reste calme en toutes circonstances. Évidemment, ce mantra n'est pas une baguette magique. Peu à peu, les changements au niveau de votre inconscient se feront. Autre défaut, par exemple. Je coupe la parole sans cesse pour ramener tout à moi. Mantra répété. J'écoute l'autre jusqu'au bout de sa phrase. Je reste concentré sur ce qu'il me dit. Je fais taire la petite voix dans ma tête. J'apprends à me taire. À la fin de la journée, je note dans mon carnet de réussite, cette fois-ci, combien de fois j'ai réussi à écouter mon interlocuteur sans l'interrompre et je me félicite. En procédant ainsi progressivement, votre confiance et votre estime vont augmenter, votre fierté de réussir. Tous ces exercices vont aider à l'amélioration de votre estime et de votre amour pour vous. Vous aurez de moins en moins besoin du retour d'amour de l'autre et vous mettrez moins de pression sur votre partenaire quand vous êtes en couple. Nous allons rester là pour cette semaine. Si vous souhaitez un suivi en particulier, je vous propose lors de séances en cabinet ou par visio, du coaching et de l'hypnothérapie afin d'aller dénicher au plus profond de vous les blocages, les croyances, les certitudes, mais aussi de semer de nouveaux changements. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis très belle semaine à tous et à bientôt. Merci encore de votre écoute.